mère a explosé. Nous ne sommes pas tes fichus domestiques. Alors que j'étais blessé, cloué au lit, dans la maison que j'avais moi-même payée, j'ai décidé de mettre tout le monde dehors. Et ce que j'ai découvert après, a tout changé. J'ai 33 ans, je suis soudeur de métier. Les mains calleuses et une colonne vertébrale qui a déjà connu des jours meilleurs. J'ai grandi en étant l'enfant qui ne se plaignait jamais. Mes parents m'ont appris que la famille passe avant tout, une leçon que j'ai prise à cœur, tandis que mes frères et sœurs, apparemment, dormaient pendant cette partie. J'ai travaillé comme un forcené pendant des années pour arriver là où je suis. Dès la fin du lycée, j'ai obtenu un poste d'apprenti chez Morgan Industrial, enchaînant les doubles quarts et travaillant les week-ends, pendant que mes camarades d'université faisaient la fête. Ce furent 6 années à respirer la poussière métallique, à brûler mes bras avec des éclats de soudure, rentrant chez moi tellement épuisé que je m'endormais souvent sous la douche. Mais j'ai économisé chaque centime. Pas de vacances. Pas de voiture de luxe. Pas de sorties alcoolisées. Rien que du travail. Encore du travail. À 28 ans, j'avais enfin assez pour payer la compte de ma maison. Rien de spectaculaire, juste 170 mètres carrés, une bonne isolation, un petit atelier dans le garage, et un figuier dans le jardin qui, je ne sais comment, a survécu à mes talents médiocres de jardinier. Le jardin avait besoin de travaux. La cuisine était restée coincée dans les années 80. Mais la fondation était solide. Et le toit n'avait que 5 ans. Le jour où j'ai récupéré les clés, mes parents n'étaient même pas venus pour la signature. Ma mère avait un rendez-vous au salon de beauté, apparemment, c'était plus important. J'ai fêté ça seul, avec un pack de bière posé sur le sol vide du salon. Mais je m'en fichais. L'hypothèque était raisonnable. Et la maison était à moi. Rien qu'à moi. 5 ans plus tôt, mon père a perdu son emploi dans la logistique à cause de réduction d'effectifs. Ma mère, souffrant d'arthrite sévère, ne pouvait plus travailler dans la vente au détail. Ses doigts ne répondaient plus, et elle ne supportait plus de rester debout pendant un quart complet. Ils avaient besoin d'un endroit où vivre juste quelques mois, le temps de se remettre sur pied. En bon fils que j'ai été éduqué à être, je n'ai pas hésité. Ils m'avaient élevé. Leur offrir un toit semblait être le minimum d'humanité. Quelle blague. Ces quelques mois sont devenus des années. La gratitude initiale s'est évaporée comme la rosée au soleil. Et à sa place, est née une sensation de droit étrange, toxique, grandissante comme un cancer. Aucun loyer. Aucune facture payée. Pas un seul article d'épicerie acheté. Même pas leurs propres médicaments. Je payais tout. Du café bio aux abonnements de streaming premium. Jusqu'à la marque de lessive que ma mère insistait pour utiliser, les produits ordinaires contiennent des toxines, disait-elle. Mon père s'était pris d'un goût raffiné pour les cafés exotiques à 18 $ le kilo, pendant que moi, je buvais toujours celui à 3,99 de la marque générique. Je leur ai donné la chambre principale avec salle de bain privée parce que le dos de ton père ne supporte pas le lit d'appoint. Et moi? J'ai pris la petite chambre, avec la salle de bain du couloir comme un invité dans ma propre maison. Si j'osais parler d'argent, ma mère portait aussitôt la main à la poitrine comme si je lui avais demandé un rein. Nous traversons une période difficile, disait-elle sur un ton dramatique. La famille soutient la famille. Elle oubliait bien commodément que le soutien ne devrait pas être à sens unique. Et puis il y a mes frères et sœurs. Eleanor, 33 ans, mariée, vivant dans une maison à 2 étages que ses beaux-parents ont aidé à acheter. À 20 minutes d'ici. Son mari, John, travaille dans la finance. Rien de spécial, un simple cadre moyen dans une banque régionale. Mais ils vivaient confortablement. Eleanor avait le chic pour arriver ici avec un Starbucks pour tout le monde, sauf moi. Elle disait, je ne savais pas ce que tu aimais. Détail, on a grandi dans la même maison pendant 18 ans. Et Derek, 24 ans, mon petit frère, un parasite professionnel. Il est venu habiter temporairement après avoir abandonné l'université communautaire pour la 3e fois. Jamais gardé un emploi plus de 6 semaines. Mais, curieusement, il avait toujours le setup gaming dernier cri. La chambre de Derek ressemblait à une vitrine de chez Best Buy. Quand je lui demandais comment il pouvait se payer tout ça, il souriait avec arrogance. J'ai mon petit système. Je pensais à des dettes de cartes de crédit ou à des combines douteuses. À l'époque, je ne savais pas vraiment d'où venait l'argent. Apparemment, tout le monde pensait que je dirigeais un centre d'accueil gratuit.
Ce qui avait commencé comme un geste de soutien familial s'était transformé en exploitation pure et simple. Mais je n'avais toujours pas le courage de dire les choses telles qu'elles étaient. Avec le temps, les petits désagréments ont commencé à s'accumuler. Ma mère sortait mes vêtements encore humides du sèche-linge pour y mettre ses chaussettes. Mon père s'accaparait le salon, regardant des documentaires de guerre à fond pile pendant mes réunions de travail. Derek passait la nuit à jouer, tapant sur son clavier mécanique comme une mitrailleuse jusqu'à 4 heures du matin. Quand je demandais du silence, ma mère murmurait. « Si tu es si sensible, pourquoi ne loues-tu pas un vrai bureau ?» C'était ma maison. Mes règles. Mais, ce n'était plus mes règles. La dynamique de pouvoir s'était inversée si lentement que je ne m'étais pas rendu compte que j'étais devenu un locataire dans ma propre maison. Eleanor venait une fois par mois. Pas pour aider mais pour me faire la leçon, comme si elle avait un doctorat en gestion familiale. « Nathan, tu les gâtes », disait-elle en jouant avec ses cheveux. « Tu dois arrêter d'encourager ce comportement. » De la part de quelqu'un qui n'a jamais proposé d'héberger ses propres parents. J'ai toujours eu envie de dire « alors prends-les chez toi, si tu es si préoccupé. » Mais je ne le disais jamais. Ces visites suivaient toujours le même scénario. Elle arrivait vers 10 heures du matin un samedi au moment où elle savait que je serais à la maison. Elle entrait, passait le doigt sur les meubles pour vérifier la poussière, lâchait des gommes et des d'accords pleins de jugement. Puis, elle me traquait dans n'importe quelle pièce où j'essayais de me réfugier. Et chaque fois que j'osais évoquer la possibilité que nos parents trouvent leur propre logement, Eleanor répondait. « Ils t'ont élevé pendant 18 ans et tu ne supportes pas quelques mois ? Ils sont en difficulté, Nathan. Où est ta compassion ? » Quelques mois. 5 ans étaient déjà passés. L'invasion était si totale que même ma routine matinale était devenue un champ de bataille. Je me levais à 5 heures pour aller travailler, tentant de faire le moins de bruit possible dans l'obscurité. Ma mère surgissait dans le couloir, les bras croisés, se plaignant du bruit de la cafetière. Mon père râlait si le ventilateur de la salle de bain le réveillait. Après 3 ans de cohabitation, est venu l'épisode du dîner d'anniversaire. Je sortais avec Sarah depuis environ 6 mois. On avait prévu un dîner spécial à la maison pour fêter ça. J'ai acheté des steaks, des boissons, tout bien préparé. J'avais prévenu tout le monde que j'aurais besoin de la cuisine et de la salle à manger ce soir-là. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé mon père et Derek avachis dans le salon à regarder du sport. Des canettes de bière vides partout. Et les steaks que j'avais achetés ? Disparus. J'ai découvert que mes parents avaient invité Eleanor et son mari à dîner. Préparé avec ma nourriture, bu tout. Et laissé la cuisine dans un état de résidence universitaire en période d'examen. Quand j'ai confronté ma mère, elle a ri. Tu peux faire ton petit dîner n'importe quel autre soir. Les repas en famille sont plus importants. J'ai explosé. J'ai commencé à rassembler leurs affaires. J'ai dit qu'ils avaient jusqu'au lendemain matin pour trouver un endroit où aller. Et là, les drames ont commencé. Ma mère en larmes, disant qu'ils allaient se retrouver à la rue. Mon père, soudainement, se plaignant de douleurs à la poitrine. Eleanor est arrivée avec John et les 2 enfants, qu'on ne voyait presque jamais. Tous me regardaient comme si j'étais un monstre. Tu mettrais tes propres parents à la porte pour ça ? Quel genre de fils fait ça ? Derek, ce parasite. Est resté assis là, avec un sourire en coin, pendant que je cédais lentement. J'ai fini par m'excuser et commander des pizzas pour tout le monde. Sarah n'a jamais rappelé après cette nuit. Et honnêtement, je ne peux pas lui en vouloir. Mon ami Julio avait vu tout ça depuis le début. On est amis depuis le lycée. Il est plombier franc, direct, avec la subtilité d'un marteau-piqueur. Mec, ta maison ressemble à une convention de parasites, m'a-t-il dit un soir en buvant une bière dans le garage. C'était le seul endroit où je me sentais encore un peu chez moi. Il te manipule comme un violon, mon frère. J'ai ri. Que pouvais-je faire d'autre ? Admettre que ma propre famille me profitait sans vergogne. Mais Julio n'a pas lâché. Sérieux. La maison d'Eleanor a une chambre d'amis. Derek peut très bien faire des burgers et partager un loyer. Tes parents peuvent demander de l'aide sociale. S'ils ne le font pas, c'est parce que tu es la solution la plus facile. Et au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Mais savoir et agir, ce sont 2 bêtes complètement différentes. La maison elle-même commençait à montrer des signes d'abandon.
Le garage qui était mon sanctuaire, mon atelier, était devenu un dépôt de bordel des autres. Un jour, je suis rentré et j'ai trouvé mon matériel de soudure jeté dans un coin, recouvert de vieux livres de Derek et de vêtements pour enfants que les gamins d'Eleanor ne portaient plus. Quand j'ai essayé de faire de la place pour travailler, ma mère est apparue en disant que je faisais trop de bruit. Et que c'était un manque de respect. Un manque de respect. Dans mon propre garage. Dans ma propre maison. Mais, je me suis tu. J'ai continué à payer les factures. À faire des heures supplémentaires pour couvrir des dépenses qui, curieusement, ne cessaient d'augmenter. À croire que les choses finiraient par s'arranger. Qu'un jour, ils se rappelleraient que moi aussi j'étais une personne. Et pas seulement un portefeuille avec des jambes. Mais ils ne s'en sont jamais souvenus. Le point de rupture est arrivé de la manière la plus classique, un accident de travail. C'était un jeudi. On fabriquait des poutres de soutien quand un opérateur de grue inexpérimenté a balancé une poutre en acier de 900 kg un peu trop vite. J'ai essayé de me dégager, mais 12 jours d'heures supplémentaires avaient ralenti mes réflexes. La poutre m'a frappé sur le côté gauche et écrasé contre une colonne. Résultat, 3 côtes cassées, bassin fracturé, hématomes internes et un poumon partiellement effondré. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, le premier visage que j'ai vu n'était pas celui de ma famille. C'était Julio venu directement du chantier. J'ai appelé tes parents, dit-il, gêné. Ils ont dit qu'ils essaieraient de passer, s'ils trouvent une voiture. Et s'ils trouvent une voiture? Ma voiture était dans leur garage. Les clés dans le tiroir de la cuisine. Ils avaient tout le temps nécessaire. Mais l'effort, c'était trop. L'assurance du travail a couvert les soins médicaux. Mais ne payait que 70% de mon salaire. C'était suffisant pour l'hypothèque et les factures essentielles. Mais pas pour nourrir 3 adultes qui ne faisaient absolument rien. Après 5 jours à l'hôpital, je suis rentré avec un plan de traitement et des antidouleurs. Et qui est venu me chercher? Julio. Ma famille était trop occupée. La première semaine à la maison a été un enfer. Je ne pouvais presque pas bouger sans douleur intense. Les médicaments devaient être pris avec de la nourriture, à des heures précises. J'ai écrit les horaires sur un papier. Collé sur le frigo. J'ai demandé et supplié qu'on me rappelle au cas où je m'endormirais. Personne ne m'a rappelé. J'ai raté 2 doses. La douleur est devenue insupportable. Quand j'ai demandé à ma mère pourquoi elle ne m'avait pas aidé, elle a poussé un soupir agacé, comme si je lui avais demandé un rein. Je ne suis pas ton infirmière, Nathan. Mais une alarme sur ton portable, comme tout le monde. Mon portable était sur la commode. À 6 pas du lit. Des 6 pas que je ne pouvais pas faire sans aide. La deuxième semaine, je n'avais plus de vêtements propres. Je ne pouvais pas porter le panier à linge avec mes fractures. J'ai demandé à mon père de lancer une machine. Je le ferai quand j'aurai le temps, a-t-il dit, sans détourner les yeux de son documentaire de guerre. 3 jours plus tard, je portais encore le même sweat sale. C'est Julio qui est venu faire ma lessive. Ta famille est incroyable, a-t-il dit en triant mes t-shirts. J'ai vu des chiens errants mieux traités que toi. Il a regardé autour de la chambre. Il a vu la poussière, les verres vides, les boîtes de médicaments hors de portée. Ce n'est pas juste de la paresse, Nathan. C'est presque de la maltraitance. Sauf que dans ton cas, tu n'es même pas vieux. Tu es juste blessé. Et dépendant d'eux. Ils ne sont pas si mauvais, ai-je répondu automatiquement. Même moi, je n'y croyais plus. Ma grand-mère, sur son lit de mort, a reçu plus d'attention que toi, a répliqué Julio. Et moi, je suis juste ton pote de bière. Qu'est-ce que ça dit des gens qui vivent avec toi au quotidien? La 3e semaine, l'enfer a atteint un nouveau niveau personnel. Derek a ramené des amis. Ce genre de mec bruyant, qui joue aux jeux vidéo en criant que les femmes ne respectent pas les mecs bien. Ils ont envahi le salon, la cuisine. Et ont commencé à utiliser ma salle de bain parce qu'elle était plus proche. J'ai demandé qu'ils fassent moins de bruit et le vacarme me donnait des migraines. Et l'un d'eux, un barbu que je n'avais jamais vu de ma vie, a eu l'audace de dire. Détends-toi, mec. On dirait même pas que t'es en train de mourir. Derek a ri. Mon frère a ri pendant qu'un étranger me manquait de respect dans ma propre maison. Je venais de sortir de l'hôpital. Je pouvais à peine bouger.
La maison était toujours la même, un chaos absolu. Ma mère criait sur mon père parce qu'il avait encore mis du métal au micro-ondes. La cuisine empestait le plastique fondu. Mon père dormait sur le canapé, avec un demi-sandwich sur la poitrine, pendant que la radio hurlait si fort que les vitres tremblaient. Derek hurlait sur son jeu vidéo, sa voix résonnant dans toute la maison. Au milieu du tumulte, je suis resté là, debout. La douleur à peine masquée par les médicaments. Et j'ai demandé à ma mère. « Tu peux me faire un sandwich ? Juste aujourd'hui. » Une seule fois. Je n'arrivais pas à atteindre les placards de la cuisine sans douleur. Ma mère a levé les yeux de son téléphone et a répondu. « Nous ne sommes pas tes fichus domestiques, Nathan. » Pas avec de la colère. Mais avec ce mépris lassé, comme si je lui avais demandé de nettoyer les toilettes avec sa brosse à dents. Mon père, comme toujours, n'a rien dit. Derek a laissé échapper un petit rire sans détourner les yeux de son jeu. Et Eleanor, qui par coïncidence l'était là pour une autre de ses conférences, ne m'a même pas regardé. Peut-être que la prochaine fois tu penseras à préparer des lunchs, Nathan. L'organisation fait partie de la vie adulte. J'aimerais dire que c'est à ce moment-là que j'ai explosé, que j'ai crié sur tout le monde ou que je les ai envoyés en enfer. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Je suis juste resté là, appuyé contre le mur, et j'ai dit. D'accord. Assez. Je me suis traîné jusqu'à ma chambre. J'ai fermé la porte. Mon téléphone a vibré. C'était Julio et il voulait savoir comment j'allais. Le seul qui se souciait vraiment de moi. C'est lui qui m'a ramené de l'hôpital. C'est lui qui a veillé à ce que mes médicaments arrivent. J'ai répondu que j'allais bien. C'était un mensonge. Quelque chose en moi a changé cette nuit-là. Je suis resté allongé à regarder le plafond, celui que j'avais moi-même peint en emménageant, et j'ai compris. Je n'étais pas seulement brisé physiquement. J'étais détruit à l'intérieur. J'avais tout donné à des gens qui ne me voyaient que comme une ressource. Une maison. Un portefeuille. Un majordome. Je suis devenu un étranger dans la maison que j'avais moi-même construite. Dans la vie que j'avais essayé de bâtir. Et pourquoi ? Pour des gens qui ne pouvaient même pas me faire un sandwich quand j'étais blessé ? J'ai décidé à ce moment-là, ils partiraient. Tous. Sans discussion. Sans deuxième chance. Sans négociation. Ils m'avaient déjà trop pris. Pendant les 3 semaines suivantes, je me suis concentré uniquement sur ma guérison, juste assez pour mettre le plan à exécution. La 4e semaine, je pouvais déjà me déplacer sans douleur constante. Je me suis levé avant tout le monde ce matin-là. J'ai préparé du café, malgré les élancements occasionnels dans les côtes. Et je me suis rendu compte que je ne me souvenais même plus de la dernière fois où je m'étais senti en paix dans ma propre maison. Alors, j'ai agi. D'abord, j'ai appelé un avocat, un spécialiste local des litiges entre propriétaires et locataires. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a informé que, même sans contrat officiel, ma famille était légalement considérée comme des locataires. Vous devez leur remettre une notification formelle. 30 jours, c'est la norme, a-t-il dit. Mais comme il n'y a pas de contrat, et qu'ils n'ont jamais payé un centime, on a un bon dossier. Je vais rédiger l'avis d'expulsion aujourd'hui même. Il m'a averti. Les expulsions familiales sont chaotiques. Pire que les litiges avec des locataires normaux. Ils utiliseront tout ce qu'ils peuvent: culpabilité, chantage émotionnel, drame. Préparez-vous. Et documentez tout, conversation, réaction. S'ils endommagent quoi que ce soit, prenez immédiatement des photos. Ensuite, j'ai appelé Julio. Il est arrivé immédiatement. Il m'a aidé à déplacer des documents, objets de valeur et effets personnels dans un box de stockage. Il n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il a juste hoché la tête et demandé. « Qu'est-ce qu'il te faut d'autre ? Tu sais qu'ils vont devenir fous, hein ?» m'a-t-il dit en m'aidant à monter dans le camion. « Eleanor va exploser. Ta mère va sûrement t'accuser de maltraitance envers des personnes âgées ou quelque chose du genre ?» Je sais, ai-je répondu. Mais ça ne me touche plus. Julio a souri, le premier sourire sincère que j'avais vu depuis des semaines. Il était temps. Bienvenue dans le monde de l'amour-propre. En arrivant au dépôt, il m'a regardé. Peu importe à quel point ça va devenir moche, je suis fier de toi. Il fallait le faire. On a agi méthodiquement.
J'ai rassemblé tous les relevés bancaires montrant les paiements que j'avais faits pour eux, et j'ai conservé des copies en dehors de la maison. Les photos de famille et les objets sentimentaux ont été emballés soigneusement. Les documents importants d'actes de naissance, titres de propriété, assurances ont tous été mis à l'abri, hors d'atteinte de leur crise. J'ai changé tous mes mots de passe. Activé la double authentification sur chaque compte. Prévenu la banque et l'assurance de ne rien modifier sans ma confirmation personnelle. De petites fortifications contre la tempête que je savais imminente. La destruction. Et les avis légaux d'expulsion. L'un d'eux a murmuré. Ça change tout. Dommages matériels. Harcèlement d'une personne blessée. Violation d'un avis légal. Ils ont donné un choix à ma famille. Partir immédiatement et pacifiquement, ou faire face à des poursuites judiciaires. Mes parents ont choisi de partir. Derek, comme toujours, a choisi le chaos. T'es rien sans nous. C'est nous qui t'avons fait. Il est sorti me noter, accusé de dégradation de biens et de menaces. Mes parents sont partis avec leurs valises. Eleanor les a suivis, tel un maître de cérémonie à un enterrement. Tu vas le regretter, a-t-elle crié. Et quand tu seras vieux et seul, tu te souviendras de ce jour. La porte s'est refermée derrière eux. Le silence était assourdissant. Plus de films de guerre. Plus de cris de match. Plus de soupirs passifs-agressifs. Pour la première fois depuis des années, ma maison m'appartenait à nouveau. Juste au moment où je reprenais ma routine de rééducation, mon téléphone a vibré. C'était un message d'une source inattendue, tante Nora, la sœur de ma mère. On ne se parlait presque jamais. Elle vivait dans un autre état et n'apparaissait que pour les anniversaires ou les urgences. En voyant son nom, mon estomac s'est retourné. J'ai ouvert le message en m'attendant à être jugé. Mais ce que j'ai lu m'a coupé le souffle. Nathan, je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Je ne prends pas parti, mais... il y a quelque chose que tu dois savoir. S'il te plaît, appelle-moi. C'est important. J'ai appelé immédiatement. Elle a décroché à la première sonnerie. Nathan, tu vas bien? Aussi bien qu'on peut aller avec des côtes cassées et sans famille. À propos de ça, dit-elle à voix basse. Tu ne t'es jamais demandé comment tes parents ont survécu toutes ces années pendant qu'ils vivaient chez toi? Ou comment Eleanor a réussi à acheter cette maison? En réalité, non. Je ne m'étais jamais posé la question. J'avais toujours supposé que le mari d'Eleanor avait un bon salaire. Et pour mes parents, j'imaginais qu'ils avaient une épargne retraite, ou quelque chose du genre. Ta grand-mère ne t'a pas seulement laissé quelques souvenirs quand elle est morte, continua tante Nora. Elle a laissé environ 750 000 $ en biens et argent, à diviser entre ta mère, tante Allais, et toi. Mon esprit s'est figé. Quoi? Oui, Nathan. Tu avais droit à environ 250 000 $. Mais personne ne te l'a dit parce que ta mère a convaincu tout le monde que tu n'étais pas assez mûr à l'époque. Elle et Eleanor ont dit qu'elles allaient gérer l'argent pour toi, jusqu'à ce que tu sois plus stable. C'était quand, 8 ans? Juste avant que tu n'achètes ta maison, non? Je me suis laissé tomber lourdement sur le lit. La douleur dans mes côtes a disparu face à l'impact de cette révélation. Tu es en train de me dire qu'ils ont caché mon héritage pendant 13 ans. C'est exactement ce que je te dis. Et c'est pire encore. Ils ne se sont pas contentés de le cacher. Ils l'ont dépensé. Ils ont payé le crédit de la maison d'Eleanor. Financé les échecs de Derek à l'université. Réglé des dettes et anticipé la retraite de tes parents. Voilà pourquoi plus personne n'a travaillé après avoir emménagé chez toi. Ils n'en avaient pas besoin. Soudain, tout faisait sens. Ces remarques étranges disant que j'étais mauvais avec l'argent. Eleanor se moquant de moi comme si j'étais un irresponsable à surveiller. Mes parents, ne montrant jamais la moindre intention de chercher un emploi. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit avant? L'ai-je demandé, en essayant de garder la voix ferme. Parce que je n'ai découvert toute l'histoire que récemment, a répondu Nora. Allez a tout révélé après que ta mère a commencé à déformer ce qui s'est passé pendant l'expulsion. Et pour être honnête, j'avais peur de déclencher une guerre familiale. Je pensais qu'il t'aidait peut-être d'une autre façon. J'ai éclaté de rire, amer. Il ne m'aidait pas. C'est moi qui les faisais vivre. Avec mon propre argent. Un long silence a suivi.
J'ai une copie du testament et une déclaration sous serment de aller racontant toute la vérité. Si tu veux engager des démarches légales, on te soutiendra. L'ironie était cruelle. Pendant que je travaillais 60 heures par semaine, usant mon corps pour maintenir une maison modeste, ma propre famille était assise sur un argent qui m'appartenait de droit. Un argent qui aurait rendu ma vie infiniment plus facile. Mon téléphone a émis une alerte. Un nouvel email d'Eleanor. L'objet était en majuscule. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Le message était court, mais révélateur. Tu agis comme si tu avais été victime d'une injustice. Mais la vérité, c'est que tu as toujours été égoïste. Papa et maman avaient beaucoup plus besoin de cet argent que toi. Ils t'ont donné la vie. Ils avaient droit à tout. Et toi? Tu faisais que te plaindre qu'ils vivaient dans ta maison. Tu crois que les expulser fait de toi un héros? Ça fait juste de toi un minable. Et si tu comptes vraiment aller plus loin avec ces idioties que Nora t'a racontées à propos de l'argent? Souviens-toi. On n'est pas les seuls à avoir des choses à perdre. J'ai transféré l'email à mon avocat avec ces mots. On a encore du pain sur la planche. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Pas à cause de la douleur physique, les médicaments faisaient effet. Mais à cause du poids de la trahison. Je m'étais trompé. Ce n'était pas seulement du parasitisme. Ce n'était pas juste de l'abus émotionnel ou de la dépendance. C'était du vol. Pur et simple. Et j'allais récupérer tout ce qu'il m'avait pris. Le lendemain matin, j'ai appelé l'avocat recommandé par Nora. Thomas, un spécialiste des fraudes testamentaires et des litiges financiers familiaux. Nous nous sommes rencontrés dans son cabinet, au centre-ville. J'ai tout apporté. Les copies du testament envoyées par Nora. Mes relevés bancaires montrant les années de paiement des dépenses de la maison. Des messages où il disait que je n'étais pas assez responsable pour gérer mon propre argent. Thomas a levé un sourcil en lisant les preuves. Ils n'ont vraiment pas eu froid aux yeux, hein? Il pensait que je ne réagirais pas, ai-je répondu. Il a hoché la tête avec détermination. Ça nous donne un avantage, dit Thomas. Il s'est avéré que ma mère et Eleanor avaient non seulement convaincu tante Allais de les laisser gérer ma part, mais elles avaient aussi falsifié un document. Une lettre soi-disant écrite par moi durant ma dernière année d'université disant que j'avais renoncé volontairement à ma part de l'héritage. La signature semblait avoir été recopiée depuis une vieille carte d'anniversaire. Le ton était rigide, formel, avec des termes que je n'aurais jamais utilisés. Et la date? Elle correspondait à une période où je travaillais dans une usine, à 2 états de là. Je n'étais même pas dans la ville quand cette lettre aurait été rédigée. Thomas me regarda dans les yeux et me demanda calmement. Souhaitez-vous porter plainte? Falsification, vol, fraude financière, ce sont des crimes graves. C'était une question que je n'aurais jamais imaginé devoir me poser à propos de ma propre famille. Mais j'ai pensé à ces anniversaires passés seuls pendant qu'ils étaient à Cancun. Ce rendez-vous médical manqué parce qu'ils avaient pris ma voiture sans prévenir et me l'avaient rendue avec le réservoir vide. L'humiliation constante infligée par Derek. Le mépris d'Eleanor. Ma mère refusant de me préparer un simple sandwich, alors que je tenais à peine debout. J'ai regardé Thomas droit dans les yeux. Oui. Pour tout. On ira jusqu'au bout. La procédure judiciaire a duré 8 semaines. Thomas a documenté chaque détail avec rigueur. Allais a fourni une déclaration sous serment, confirmant que le testament prévoyait un partage égal en 3 parts et qu'elle avait été trompée à propos de la mienne. Nora a fourni des captures d'écran de messages familiaux, où ma mère et Eleanor discutaient de comment contrôler la part de Nathan. J'ai présenté des relevés bancaires montrant mes paiements pour les dépenses de la maison. Des rapports médicaux sur mes blessures. Et des emails menaçants d'Eleanor. Quand Eleanor a reçu la convocation du tribunal, elle est passée en mode panique totale. D'abord elle a supplié. Tu vas détruire cette famille, Nathan. Puis elle s'est mise en colère. Tu es en train de nous détruire. Mamie aurait détesté ça. Et enfin, le silence. Mes parents ont commencé par jouer les victimes. Puis, sont passés au déni. On allait te le dire, a dit ma mère au téléphone. On attendait juste le bon moment. Le bon moment? Après 13 ans et 5 ans passés à vivre gratuitement chez moi. Tout a basculé lors d'une audience. Ma mère,
nerveuse et sur la défensive, a commis une erreur fatale. Lorsqu'on l'a interrogée sur la lettre falsifiée, elle a répondu. J'ai juste ajusté certaines choses pour que ça ait l'air plus officiel. Thomas a immédiatement bondi. Donc, Nathan n'a pas écrit la lettre? Elle a tenté de se rattraper. Eh bien, il a dit quelque chose de similaire un jour, j'ai juste formalisé. Donc c'est vous qui avez écrit la lettre? A insisté Thomas. J'ai amélioré le texte, a-t-elle balbutié. C'était tout ce dont nous avions besoin. Après cela, tout s'est effondré. Des relevés bancaires montraient des virements étiquetés par de Nathan utilisés pour payer le crédit immobilier d'Eleanor et financer les voyages de la famille. Des déclarations fiscales révélaient des comptes de retraite anticipés créés avec mon argent. Des relevés de cartes de crédit montraient l'achat de matériel gamer pour Derek et même la voiture d'Eleanor, tout payé avec mon héritage. La procédure a duré plus longtemps que je ne l'aurais voulu. J'ai dû manquer plusieurs jours de travail pour assister aux audiences et aux dépositions, en utilisant des congés accumulés depuis des années. Mes côtes ont guéri plus vite que la justice n'avançait. J'ai repris le travail après avoir été médicalement autorisé mais avec des restrictions. J'ai été transféré au contrôle qualité, à un bureau dans un coin de l'usine. Le salaire était le même, mais voir les autres faire ce que je faisais avec fierté, sans pouvoir y participer, me faisait plus de mal que je ne voulais l'admettre. Pendant ce temps, le procès suivait son cours. Eleanor a tenté d'arguer que l'argent était un cadeau de mes parents. Mes parents ont insisté qu'ils prévoyaient de me rembourser un jour. Derek, interrogé, a haussé les épaules. Je sais pas. Mes parents ont acheté. C'est tout. Le juge n'a pas été impressionné. Le verdict est tombé en moins d'un mois. Ma mère, mon père et Eleanor ont été condamnés à me verser intégralement ma part, avec intérêt à près de 300 000 $. Ils ont aussi été officiellement sanctionnés pour falsification. Et obligés d'écrire des lettres d'excuses officielles pour les archives du tribunal. Quand le jugement a été prononcé, je n'ai pas ressenti la victoire que j'espérais. J'ai ressenti le vide. Comme si j'avais gagné une bataille dans une guerre qui n'aurait jamais dû exister. 2 semaines après la décision de justice, ils se sont présentés chez moi sans prévenir les trois. J'étais encore en convalescence, mais je pouvais déjà marcher avec l'aide d'une canne. J'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé la chaîne de sécurité fermée. Le visage d'Eleanor était rouge, ce genre de colère moralisatrice que je connaissais bien. Mon père avait la tête baissée, épuisé. Ma mère pleurait mais c'était ses larmes théâtrales, qui n'apparaissent que quand c'est utile. « Tu as détruit cette famille. » A commencé Eleanor, la voix tremblante. « J'espère que tu es content maintenant. »« Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je demandé, froidement. « On est venu te faire entendre raison. Ce procès, prendre tout cet argent. C'est méprisable, Nathan, après tout ce qu'on a fait pour toi. » J'ai dû me retenir de rire. « Tout ce que vous avez fait pour moi? Comme me voler mon héritage? Vivre 5 ans chez moi sans rien payer? Refuser de m'aider quand j'étais blessé? Nous t'avons donné la vie. » a crié ma mère. « Nous t'avons élevé. Et c'est comme ça que tu nous remercies? En comptant les centimes contre ta propre famille. » Mon père a fini par parler. « Tu dois arrêter ça. La famille est plus importante que l'argent. » Ironique, venant de ceux qui m'ont volé 250 000 $, ai-je répondu. Elle était où, cette priorité familiale, quand vous falsifiez des documents à mon nom? L'espèce d'ingrat, a grogné Derek, apparaissant derrière eux. Tu crois que tu vaux mieux que nous? Tu n'es rien. Rien. Un calme étrange m'a envahi. Je veux que vous partiez. Maintenant. On ne partira pas tant que tu n'auras pas repris tes esprits, a insisté Eleanor, en tentant de forcer la porte. J'ai levé mon téléphone, montrant l'appli de sécurité et l'image des trois enregistrés par la caméra de la porte. Je filme tout. Vous avez 30 secondes pour quitter ma propriété ou j'appelle la police. C'est à vous de choisir. Ils ont hésité. Se sont regardés. Le tribunal a déjà tranché, ai-je poursuivi. Les transferts ont déjà commencé. Rien de ce que vous direz ne changera quoi que ce soit. La seule différence, c'est si vous partez avec un peu de dignité, ou à l'arrière d'une voiture de police. Ma mère a commencé à pleurer plus fort. Derek a donné un coup de pied dans l'un de mes pots de fleurs, le brisant.
Mon père a juste baissé la tête. Eleanor m'a lancé un dernier regard plein de haine. Ce n'est pas fini. En réalité, si, c'est fini, ai-je rétorqué, et j'ai refermé la porte. Je les ai observés via la caméra pendant qu'ils se disputaient encore un instant sur ma véranda. Puis, finalement, sont montés dans le SUV et sont partis. Le lendemain, j'ai déposé une demande de mesure d'éloignement. Ils vivaient gratuitement chez moi. Quand je me suis blessé, ils ont dit « Nous ne sommes pas tes serviteurs ». Ma mère a explosé. « Nous ne sommes pas tes foutus serviteurs ». Alors que j'étais alité, blessé, dans la maison que j'avais moi-même payée, j'ai décidé de mettre tout le monde dehors. Et ce que j'ai découvert ensuite a tout changé. Le juge a immédiatement approuvé la demande, sur la base des enregistrements et du passé de Derek. Il ne pouvait plus s'approcher à moins de 150 mètres de chez moi ou de mon travail. Eleanor m'a envoyé un message disant que c'était exagéré. Moi, j'ai appelé ça la tranquillité. Et j'ai bloqué son numéro. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la famille. La plupart ont préféré rester neutres comme toujours. Mais certains m'ont contacté, de manière inattendue. Des cousins avec qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont envoyé des messages de soutien. Un oncle m'a appelé. J'ai toujours trouvé louche cette histoire d'héritage. Ta grand-mère serait fière de savoir que tu t'es imposé. Ces mots ont compté plus qu'il ne l'imaginait. D'autres membres de la famille, qui auparavant flattaient Eleanor et Derek, ont commencé à changer de camp. Je me suis toujours demandé comment ils finançaient ce train de vie. Maintenant, tout s'explique. Mes parents ont emménagé temporairement chez Eleanor et son mari, John. Bien sûr, l'univers a le sens de l'ironie. 2 mois plus tard, John en a eu assez. D'après des amis communs, il a lancé un ultimatum. Soit tes parents partent, soit je pars. Eleanor a choisi ses parents. John a demandé le divorce 3 semaines plus tard. Personne n'a été surpris lorsqu'elle a perdu la maison dans le partage. Les parents de John avaient payé la compte et son nom figurait en premier sur l'hypothèque. Eleanor a tenté d'argumenter que l'argent qu'elle avait utilisé, autrement dit le mien, devait être considéré comme une part de ses biens. Le juge du divorce n'a montré aucune pitié, surtout après avoir vu une copie de notre procès. Les 3 ont fini dans un appartement de 2 chambres. Le destin est ainsi fait. De vivre gratuitement chez moi. Ils sont passés à payer un loyer au prix du marché pour moins d'espace. Derek a dû trouver un emploi dans un entrepôt, à charger des camions. Mon père est devenu chauffeur de VTC. Ma mère a décroché un poste de réceptionniste à mi-temps. Des choses qu'ils auraient pu faire depuis longtemps. Mais ils ont préféré profiter de moi, parce que c'était plus simple. Pendant ce temps, moi, je guérissais. Physiquement et émotionnellement. La maison avait retrouvé sa paix. Le figuier refleurissait. J'ai transformé l'ancienne chambre de Derek en salle de sport pour ma rééducation. J'ai installé une domotique complète pour tout contrôler depuis mon téléphone les jours où mon corps souffrait plus que d'habitude. Julio passait souvent parfois avec de la nourriture, parfois juste pour regarder un match en silence à mes côtés. Un jour, il a regardé autour de lui et a dit « Tu sais ce que j'aime dans ta maison maintenant ? On dirait enfin qu'elle t'appartient. » Et il avait raison. Pour la première fois depuis des années, je ne vivais plus dans un espace occupé par des gens qui me voyaient uniquement comme une ressource à exploiter. Même au travail, tout s'est amélioré. Mes restrictions médicales ont été progressivement levées, jusqu'à ce que je reprenne mes activités normales de soudure. L'entreprise a mis en place de nouveaux protocoles de sécurité après mon accident, y compris une formation adéquate pour les conducteurs de grue. Mon superviseur m'a proposé un nouveau poste, former les nouveaux. Avec une petite augmentation. J'ai accepté sans hésiter. 6 mois après la décision de justice, j'ai reçu un email, envoyé depuis un nouveau compte, c'était mes parents. Objet, nous sommes désolés. Le message était bref. Nathan, nous savons que nous t'avons très maltraité. Nous avons profité de ta gentillesse et trahi ta confiance. Nous sommes profondément désolés pour tout ce que nous avons fait. Nous espérons qu'un jour les choses pourront être réparées entre nous. Tu nous manques. Maman et papa. J'ai cliqué sur supprimer sans répondre. Certains ponts, une fois brûlés, doivent le rester. L'argent a été transféré comme prévu par la justice. Directement sur mon compte. J'ai utilisé une partie pour terminer enfin les rénovations que je reportais depuis des années.
Nouvelle isolation dans le grenier. Un chauffe-eau qui ne faisait pas le bruit d'un avion au décollage. Des fenêtres qui retiennent vraiment la chaleur en hiver. Le reste, je l'ai investi dans des fonds indiciels. Une petite propriété locative dans une ville voisine. Des choses qui construisent la richesse lentement, mais sûrement. Je me suis permis un seul plaisir. Une bonne moto. Rien d'extravagant. Juste fiable. À moi. Rien qu'à moi. Personne d'autre n'a les clés. Le dimanche, je montais les collines au guidon, sentant le moteur vibrer sous moi et le vent sur mon visage. La liberté dans sa forme la plus pure. Bien sûr, il restait des moments difficiles. Des fêtes passées sans réunion familiale. Des collègues m'invitaient pour Thanksgiving ou Noël. Parfois j'acceptais. Parfois, je refusais. Je me suis créé de nouvelles traditions. Sans avoir à faire semblant d'être en harmonie avec des gens qui ne l'ont jamais été. Parfois, je pense à tout ce que ça aurait pu être. S'ils avaient été honnêtes dès le départ. S'ils m'avaient traité avec un minimum de respect. S'ils m'avaient vu comme leur fils, et non comme un matelas de secours. Mais ces pensées ne m'empêchent plus de dormir. La douleur s'est estompée. Et surtout, j'ai appris que la famille ne se définit pas par le sang. Elle se définit par le respect. Par le soutien mutuel. La semaine dernière, Julio est arrivé avec de la nourriture chinoise. Il a posé le sachet sur la table et a dit « T'as une vie de moine, frère. Il est temps de sortir de ta coquille. » Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il est vraiment temps de construire quelque chose de nouveau. Après tout, la maison est enfin à moi, de nouveau. Et cette fois, je compte bien la garder ainsi. Commentaire Madame Reddit. Ce n'est pas seulement une histoire de trahison familiale. C'est le récit d'un homme utilisé, ignoré, qui a longtemps hésité à couper les liens, jusqu'à comprendre que s'aimer, c'est aussi savoir dire stop. Nathan n'a pas perdu sa famille. Il s'est simplement libéré de ceux qui n'en ont jamais été une. Et quand la maison est redevenue silencieuse, il a enfin entendu la seule voix qui comptait vraiment. La sienne. Et voilà, une autre histoire émouvante de Reddit qui se termine. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits incroyables. Ne manquez pas le prochain.